rapidement, donc je leur ai demandé de m'interrompre à n'importe quel moment. Voilà. Et concernant la carte politique de migration, nous avons une problématique qui est en lien avec les sources. Donc, vous avez des rapports annuels qui sont extrêmement intéressants, tels que ceux de l'Organisation internationale de migration, donc qui propose également des cartes interactives. Et il y a les sources de l'OCDE également, qui sont des sources pertinentes. Il y a les Frontex aussi, qui proposent de cartes interactives et des rapports annuels. Bien évidemment, ces rapports sont utiles. Oui, oui, franchement, oui. En fait, je vous ai partagé quelques cartes ici que je vais commenter par la suite dans ma présentation, mais il faut savoir également que dans ces rapports, il y a des analyses qui sont extrêmement superficielles. Oui, je lis les chats, il y a des commentaires. Oui, je pense que je sais ce que c'est. Il y a des images en gris dans mon écran. Voilà, c'est disparu, oui, ça marche. Donc, comme je disais, c'est des rapports qui sont nécessaires, mais qui pourtant ne nous offrent une analyse en profondeur suffisante par rapport à l'impact de mesures de politique de migration et par rapport aux effets de toutes ces mesures au niveau des flux migratoires. Donc, ça, il faut le savoir. Et dans ces cas, vous voyez ici une image du dernier rapport des Nations Unies. Ici, il nous parle, comme vous le savez très bien, c'est sûr, si vous vous intéressez au phénomène de migration, donc il nous parle de plus de 304 millions de personnes qui représentent autour de 3,7% de la population mondiale qui sont en mouvement. C'est ça que l'on considère les migrations internationales et les migrations internes. Donc, ceci nous parle de la complexité des sources, des contextes, des courants. Voilà, c'est ce que l'on appelle la géographie des migrations. J'aimerais bien aussi mentionner quelques causes qui seraient données traditionnellement lorsque l'on parle de migration. C'est-à-dire, il y a un recours très immédiat, par exemple, aux causes économiques, aux causes politiques, par exemple, en ce moment, à l'impact climatique au niveau des migrations internes, mais aussi au niveau des migrations internationales depuis déjà presque 20 ans. Ça fait 20 ans que l'on étudie ces causes climatiques. Donc, c'est clair que cette analyse de causes qui sont très habituelles dans les migrations internationales, donc il faut les garder en tête. Mais cependant, donc, j'aimerais bien partager quelque chose avec vous. C'est un sujet de discussion habituel dans mes cours de sociologie des migrations et c'est que actuellement, il n'existe pas une théorie unificatrice qui explique la complexité actuelle de cette géographie des migrations. Donc, même si depuis les années 70, il y a des grandes théories plutôt économiques ou sociales, et en plus, avec un niveau de profondeur spectaculaire quand il s'agit de parler des flux migratoires, même avec toutes ces théories, ce n'est pas suffisant pour expliquer la complexité actuelle et le contexte spécifique de ces courants, de ces flux, de ces populations, de ces territoires. Donc, ceci a laissé obsolète ce que l'on appelle les théories de la migration internationale. Donc, il y a, comme je disais, presque 3,7 millions de personnes en mouvement dans la planète. Donc, le pourcentage le plus élevé par pays, c'est les États-Unis avec 52 millions, puis l'Allemagne, puis l'Arabie saoudite. En Allemagne, 16,8, en Arabie saoudite 13,7, les Royaumes-Unis avec presque 12, la France avec 9, l'Espagne avec 9 millions. Et donc,
les grands courants, les grands flux migratoires ou les grands contextes se sont consolidés dans les dernières 15 années. Donc, il y a des courants qui sont très évidents. Donc, vous savez très bien, donc, on le voit euh, dans les actualités, dans les infos chaque jour. Donc, surtout avec les positionnements de Trump qui nous fait penser de ce courant qui va du Mexique et de l'Amérique centrale vers les États-Unis. C'est les couloirs migratoires les plus grands du monde. Et aussi, il y a l'actualité, bien évidemment. Donc, on pense tout le jour au Venezuela. Donc, Venezuela, c'est le deuxième, ou c'est l'exemple plutôt de la deuxième crise de déplacement externe dans le monde, avec 7,7 millions de personnes du Venezuela qui ont quitté leur pays. Donc, dans le cas de l'Europe, vous connaissez très bien la crise des réfugiés de l'Ukraine suite à l'invasion de l'Ukraine. Et vous connaissez aussi très bien les contextes de la Méditerranée centrale et de la Méditerranée orientale. Donc, mais pour ces cas-là, les pays récepteurs sont toujours l'Italie, la Grèce, le Chypre, la Malte. Donc, la route ou le couloir des Balkans, donc, qui a été pas mal étudié depuis les dernières 10 ans. Donc, c'est une route terrestre qui utilise les personnes qui vont depuis l'Asie centrale et le Moyen-Orient, mais aussi euh, c'est une route utilisée par les personnes qui viennent du corne de l'Afrique. Donc, j'imagine que vous êtes au courant aussi. Vous savez que les continents avec la plus grande diversité ethnique, culturelle et avec plus de mobilité interne et internationale, c'est l'Afrique. L'Afrique, bon, la migration intracontinentale, intra-africaine représente 80% des migrations des personnes africaines, c'est-à-dire, bon, je vais essayer de reformuler la phrase. Donc, 80% des personnes africaines qui se déplacent ne sortent pas du continent. Voilà, tout cela se passe à l'intérieur du continent. Donc, ça, c'est une donnée intéressante. Et bien sûr, il y a aussi un couloir des migrations des travailleurs qui est très intéressant à étudier, mais qui pose certains problèmes en raison de la langue. Donc, c'est le golfe Persique. Donc, en Arabie, donc il y a un couloir de migration des travailleurs qui est le plus important au monde. Donc, des milliers de travailleurs de l'Asie, de l'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh, même de Philippines, de l'Indonésie, même de l'Égypte, de la Jordanie, qui se déplacent pour travailler aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn, etc. Donc, et toujours dans une situation où on sait bien qu'il y a un régime pratiquement d'esclavage, donc un régime d'esclavage où l'employeur garde les passeports du travailleur et limite leurs droits les plus basiques, en fait. Donc, je mentionne tout ça parce que dans la dernière partie de mon intervention, donc quand on va parler sur les perspectives d'avenir, donc vous allez voir que l'on assiste là, dans les derniers 20 ans, donc à une consolidation de ces grands couloirs ou de ces grandes routes migratoires. Donc, et même si la migration internationale continue d'accroître, donc en 2024, cette croissance a été plus réduite qu'avant. Mais pourtant, le nombre de migrants permanents s'est élevé. C'est-à-dire, ceci implique une consolidation de ces migrations et une institutionnalisation de ces tendances. Donc, voilà, j'insiste, consolidation et institutionnalisation des migrations. Donc, oui, je sais bien que je passe pas les diapositives, donc vous inquiétez pas, je suis toujours dans la première, mais voilà, cette présentation n'est pas longue, ne vous inquiétez pas. Je fais ça parce que je vais vous écouter à la fin de la séance, je vais discuter avec vous et c'est pour ça que je fais une présentation assez courte. Donc, cette tendance de consolidation ou cette croissance de la migration permanente nous parle de, de cette consolidation, j'insiste, de ces grandes routes. Donc, j'aimerais bien ici insister, même enregistrer à feu, donc, dans toutes les institutions publiques de ces pays, c'est que
la migration est un phénomène structurel que l'on ne peut pas arrêter. C'est impossible. C'est quelque chose que l'on a constaté déjà dans les années 80, 70 et 80. Donc, à ce moment-là, on a commencé à identifier des courants avec des enclaves ethniques. Et une fois que le flux migratoire ou que le courant migratoire commence, c'est très difficile que ce courant migratoire s'arrête. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est un phénomène structurel et il faut absolument le considérer, surtout quand on réalise cette lecture critique des interventions que l'on fait sur les personnes migrantes et qui nous affectent, qui nous touchent tous finalement. Bien évidemment, si l'on parle de la consolidation, donc en 2024, l'on a assisté au record en migration permanente, mais aussi à un record historique dans le nombre de demandeurs d'asile. Et donc, le profil peut changer, c'est un profil variable, mais nous sommes toujours face à un phénomène qui, qui reste une autre partie dans notre vie, de la manière dont on crée notre société, du caractère inclusif et de la manière dont on produit de la discrimination et des inégalités aussi en tant que société. Donc, je vous laisse ici quelques chiffres clés pour vous donner un peu une idée concernant les migrants internationaux, les femmes migrantes, les travailleurs migrants. Donc, je vous suggère de visiter ce site internet OIM, OCDE, même Frontex. Donc, parce que là, vous allez trouver de, de perspectives assez intéressantes par rapport à ces sujets. Donc, je ne veux pas regarder le chat, mais il y a quelqu'un qui a dit que dans cette carte, l'on n'a pas reflété les îles Canaries. Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison, Anna, parce que c'est l'un des couloirs migratoires les plus mortifères. Donc, dans les dernières années, il y a eu un niveau de mort similaire, même plus élevé que les niveaux de la Méditerranée centrale. Mais c'est vrai que c'est très difficile de contrôler ces pourcentages. Donc, c'est un couloir parmi les plus meurtriers. Donc, cette route des Canaries est devenue un cimetière, ça il faut le dire. Et c'est vrai que c'est pas reflété dans la carte, sur la carte, mais c'est un couloir qui est considéré dans ce type de rapport. Donc, personne ne nie cette réalité, ni les institutions internationales, même pas. Voilà, je veux fermer le chat parce que je pense que c'est ça, les petits cadres que vous voyez sur l'image, et je ne sais pas comment je pourrais enlever l'autre. Donc, je pense que l'image de mon écran doit être plus claire maintenant. Voilà. Comme je disais, je vous laisse quelques données, comme ça, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez analyser tranquillement ces rapports. Donc, quelques chiffres par rapport au caractère permanent qui est en train, enfin, qui commence à acquérir certains flux migratoires et bien sûr ces deux records historiques que je viens de mentionner. Donc, je vous invite à lire ces rapports, à naviguer un peu sur ces informations. Si vous voulez, on peut discuter sur des territoires spécifiques ou sur des flux spécifiques qui vous intéressent particulièrement. Comme je disais, il faut considérer l'importance de la migration en tant que phénomène structurel qui ne va pas disparaître, pas du tout. Donc, il faut savoir aussi que nous sommes dans une nouvelle configuration de notre réalité. Donc, c'est un moment très important de changements sociaux. Donc, qui ont commencé déjà historiquement, mais qui sont plus forts, surtout depuis les derniers 25 ans, et qui sont en lien, qui sont liés à la croissance des inégalités et qui sont aussi les résultats, et ça le dit Sichas Kassange, c'est les résultats des inégalités du système capitaliste et des modes de production capitaliste. Et donc, une configuration qui a transformé notre composition sociale, notre mobilité, la manière
dont on s'intègre dans de nouvelles sociétés aussi. Et donc, en tant que société qui se veut démocratique et qui fait partie de l'Union européenne, c'est notre obligation aussi de réfléchir sur le mode, le type d'inclusion ou sur les formes de discrimination que nous sommes en train de promouvoir. Et bon, dans ce cas, je vais traiter la question de droit civil du point de vue formel. Mais puis, j'aimerais bien ouvrir un petit débat et vous laisser réfléchir aussi sur ça. Je suis très contente de partager la littérature, les références avec vous. Mais actuellement, il y a pas mal de discussions, et surtout en raison de la présence des leaders politiques avec les discours racistes, tels que Milei, tels que Trump, Erdogan, bien sûr, Netanyahu aussi. Et donc, il convient de souligner, d'insister sur quelques questions en matière de droit, nationalité et citoyenneté. Voilà. Mais en tout cas, avant d'aller sur cette discussion, vers cette discussion, je voulais vous parler d'un tournant politique ou d'un moment clé politique qu'il faut quand même souligner. C'est la loi 15 2022. C'est la loi intégrale pour l'égalité des traitements et la non-discrimination. On va voir que cette loi est une grande réussite puisque c'est une loi qui assure des garanties, c'est une loi intégrale qui aborde la question de la discrimination et les domaines de cette discrimination sur les plans politiques aussi, au niveau de la vie économique, sociale, politique et sociale et culturelle. Et voilà, comme je dis, c'est une réussite, même s'il y a des limites, des limitations ou des aspects, des points d'amélioration. Donc, par exemple, dans l'article numéro 2, qui reconnaît les droits de toute personne à l'égalité des traitements et à la non-discrimination, indépendamment de sa nationalité, de son âge ou de son statut de résident légal. Donc, pour la première fois, l'on peut incorporer, intégrer comme des titulaires de droits aux personnes qui sont en situation irrégulière. Ceci est toujours important parce que nous parle d'une logique de combat. Donc, voilà, ça, il faut le dire. Cette loi, d'après mon point de vue, donc, j'interprète ces lois comme une logique de combat contre la discrimination structurelle, avec des limites claires. Depuis le début, je l'avoue, donc, c'est-à-dire, on ne définit pas ce que veut dire discrimination structurelle. Il n'y a pas de définition à cet égard-là. Donc, voilà. Je ne vais pas trop insister sur la loi, mais je vais quand même vous dire dans quel domaine peut-on mener cette analyse. C'est-à-dire, on parle sur la discrimination directe et indirecte. On mentionne, on dit que la discrimination indirecte par exemple, peut affecter les personnes handicapées. Donc, on parle aussi avec des personnes, pas personnes handicapées, pardon, personnes avec diversité fonctionnelle. Donc, on parle de la discrimination par association, la discrimination par erreur. Et voilà ce qui nous intéresse le plus, la discrimination multiple et intersectionnelle. Donc, voilà, la discrimination intersectionnelle est définie comme une catégorie spécifique de la discrimination multiple. Et donc, ceci fait que la discrimination intersectionnelle ou dans cette discrimination intersectionnelle, l'on regroupe une série de formes spécifiques de discrimination. Par exemple, un exemple très clair d'une discrimination intersectionnelle pourrait être celle qui touche les personnes migrantes racialisées. Voilà. Et donc, cet argument est utile pour nous pour dire que cette discrimination intersectionnelle peut être un outil pour visibiliser la discrimination qui affecte aux personnes migrantes en raison de leur ethnie, leur origine, etc. Donc, mais même si j'ai dit tout ça, en même temps, je vous parle de limites ou de fautes, disons, de défauts, puisque cette
condition de migrant n'est pas une condition en tant que telle de discrimination. Donc voilà, il y a des éléments qui supposent une réussite importante, mais il y a quand même des limites. Et c'est aussi particulièrement intéressant, cette loi-là, elle est particulièrement intéressante en ce qui concerne les personnes migrantes parce que l'on fait mention aux espaces spécifiques. On fait mention aussi au domaine social, c'est l'article 3. On parle de l'emploi, de la santé, du logement, de l'accès aux biens. Et en ce qui concerne la santé, on mentionne que les personnes migrantes ou étrangères ne peuvent pas être exclues de l'attention sanitaire en raison du manque d'accréditation documentaire. Voilà, donc ça, c'est les résultats très clairement des arrêts ou de décisions judiciaires qui ont été émises il y a quelques années concernant le droit sanitaire des personnes en situation irrégulière. Donc, c'est potentiellement très intéressant d'avoir cette loi-là. Mais après, il y a des limites. J'insiste toujours un élément positif et après un élément plus négatif ou défaillant. Et là, il y a une limitation de base qui serait que cette loi ne pourrait pas affecter les lois en matière d'étrangeté. Et donc, cette clause fait que l'on subordonne les principes d'égalité qui proclament cette loi à la situation et à la catégorisation qui fasse la législation en matière en matière de, pardon, des personnes étrangères. Et donc, la deuxième norme qu'il faut garder en tête là, c'est une norme que l'on connaît très bien. Les Espagnols, c'est la loi sur les personnes étrangères avec plusieurs réformes, plusieurs modifications. Donc, c'est une loi qui naît dans le contexte de ce discours en faveur de l'Union européenne et qui établit une distinction entre les personnes qui sont en situation régulière ou les personnes qui sont en situation irrégulière. Donc, les personnes en situation irrégulière sont titulaires de droits dits en lien avec la dignité humaine, donc assistance sanitaire, éducation de base, etc. Donc, ça, c'est toujours les résultats des arrêts ou des décisions de la Cour constitutionnelle en 2007. Mais c'est quand même important de savoir ça, de le dire. Et dans ce sens, nous sommes ici face à des arguments qui, d'un côté, reconnaissent les vulnérabilités des personnes migrantes sur le plan légal et sur le plan sociologique aussi. En fait, le procureur général de l'État, en 2003, a même dit que l'étranger migrant pauvre, il l'a dit ça dans un rapport, cette situation-là est une condition de vulnérabilité et de négation de droits, le fait d'être étranger, migrant et pauvre. Mais et donc, par rapport aux difficultés ou aux limitations de cette loi, donc déjà, le fait de distinguer entre les personnes en situation régulière ou irrégulière, c'est déjà une limitation. Et puis, la complexité qui touche en particulier les travailleurs étrangers, qui ne sont pas reconnus comme catégorie, comme une catégorie particulière. Et comme je dis, j'insiste, cette limitation nous montre un régime que l'on peut considérer antidiscriminatoire actuellement, mais qui nous parle de cette invisibilisation qui souffrent les personnes migrantes en raison de leurs conditions de personnes migrantes. Et voilà, et ceci fait les liens avec le débat entre nationalité et citoyenneté. Donc, nous avons dit avant que cette loi sur les personnes étrangères reconnaît les personnes en situation irrégulière et reconnaît leurs droits qui sont propres à la dignité humaine. Donc, les personnes étrangères qui sont en situation régulière, historiquement,
ont été équiparés dans les discours de l'Union européenne aux citoyens des États membres. Donc, pourquoi réfléchir sur le droit de la citoyenneté? Bon, nationalité et citoyenneté, ce n'est pas la même chose. Si on était ensemble dans une salle, je vous donnerai la parole là pour me répondre. Donc, est-ce que vous pensez que la nationalité et la citoyenneté, c'est la même chose? Il y en aura qui diront oui, parce que l'on peut démontrer notre nationalité. Il y a un exemple très clair, nous avons un passeport. Voilà. Donc, on est un citoyen espagnol parce qu'on est titulaire de la nationalité espagnole. En fait, nos collègues de droit, des sciences juridiques, vont nous dire, sauf ceux qui étudient de la philosophie du droit, parce que sûrement ils me diront non, mais normalement mes collègues de sciences juridiques vont nous dire que nationalité et citoyenneté, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'en plus, le concept de citoyen est un concept qui est en transformation actuellement. Ça, c'est quelque chose de positif. Lorsque l'on peut dire que c'est positif de savoir, ou c'est positif, ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, on a dit que les personnes en situation irrégulière ont le droit à l'éducation, la santé, et voilà. Et ceci implique la reconnaissance d'une appartenance partielle. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que l'on étudie à l'Union européenne depuis les années 90. Donc, ceci entraîne une appartenance partielle à l'État. C'est-à-dire, on n'est pas un national de cet État-là, mais on a acquis un ensemble de droits qui, traditionnellement, ont été considérés des droits de citoyenneté. Et donc, c'est un élément positif. C'est logique pour nous tous. C'est censé quand même. Je pense que, du moins pour la majorité, euh, pour nous, c'est quelque chose de logique et sensé. Et en même temps, ceci fait que lorsque l'on sépare la nationalité et la citoyenneté, tout en sachant que la citoyenneté, c'est des formes partielles d'appartenance à l'État, donc ceci fait que ces conflits puissent être objet de négociations. Donc, je vous donne un exemple. On peut négocier sur ce concept et on peut considérer, on peut envisager des nouvelles caractéristiques associées à ces droits. Et ceci nous amène directement à l'idée du super citoyen, c'est-à-dire l'immigrant ou la personne migrante plutôt. C'est pas mal de parler d'immigrés parce que quand on parle toujours de personnes migrantes, l'on élimine la complexité de cette mobilité. Mais bon, en tout cas, ça c'est un autre débat. Mais la personne migrante qui est en cours d'accéder, dans les processus d'accéder à la nationalité, euh, elle doit être un super citoyen. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'exigences. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, l'on dénie les demandes d'asile aux personnes qui ont commis des délits mineurs. Ou on dénie même la rénovation, par exemple, d'avoir fait un vol dans un magasin. Par exemple, en Autriche, si vous avez une sanction de vitesse, une amende de vitesse, donc pour cette personne-là, il y a un processus d'obtention de la nationalité qui a été arrêté. C'était quelqu'un qui était dans les dernières étapes de ces processus d'accès à la nationalité et donc on a arrêté ce processus en raison de cette amende de vitesse. Donc, l'on exige un respect maximum des normes. C'est quelque chose que l'on n'exige pas à la personne qui est née dans les pays. Donc, voilà, c'est ça l'idée du super citoyen qui a été proposée par Jockey. Et donc, c'est une citoyenneté acquise il faut la gagner. C'est que l'on doit gagner sa nationalité. Après, il y a des personnes qui ont été connectées avec des actions terroristes euh, qui ont vu supprimer leur nationalité. Par exemple, on a fait ça dans quelques pays. Donc, voilà. Ils n'ont pas pu rester apatrides, mais ils ont dû retourner à leur nationalité d'origine. Donc, voilà. Ces éléments
cette reconnaissance de citoyenneté et nationalité peut être positive, mais en même temps, cette séparation fait que les concepts de citoyenneté puissent être reformulés pour exiger plus, pour demander plus à ces personnes. Donc, penser aux examens des nationalités, donc des connaissances en général, par exemple sur les pays. Donc, si vous réfléchissez un peu sur ça, donc si vous cherchez des exemples sur Internet, vous allez voir qu'il y a des Espagnols qui ne pourraient jamais réussir ces examens. Ces examens. Et pourtant, à l'étranger qui est en train de surmonter ou dépasser ces processus, donc on l'exige de savoir tout ça. Donc là, je fais l'avocate du diable. Donc, il y avait une étudiante il y a quelques semaines qui me disait quel est le minimum que l'on exige aux personnes migrantes qui veulent acquérir notre nationalité. Qu'est-ce que l'on demande? Une année d'une nationalité et une année d'une autre? Ça, c'est un étudiant Erasmus allemand qui me disait, bah, je ne sais pas. C'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous donner une réponse. Quelles sont les exigences minimales pour ces personnes? Quel niveau de langue? En tant que société, que va-t-on exiger? Donc, je ne sais pas. Est-ce que je vais exprimer, puisque je sais que c'est un débat très, très complexe et très long. On ne peut pas le tenir aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il existe un débat actuellement qui, qui est en rapport avec les concepts de citoyens et de national ou des ressortissants nationaux, donc dans quelques pays tels que l'Autriche ou le Canada, donc qui définissent, qui établissent des conditions d'accès à cette appartenance pleine à l'État qui sont très supérieures à ce qu'ils exigent à leurs nationaux. Voilà. Là, c'est un débat plutôt macro, mais là, je pensais au niveau micro. Donc, je ne vais pas trop regarder les chats parce que je perds un peu mon attention. En France, je pense qu'on exige le B2 des langues et ici, on exige les A2, si je ne me trompe pas. Mais je pense qu'en Suède, ils ne demandent pas la langue. C'est un autre débat, en tout cas, mais c'est intéressant. Dans 5 minutes, on fera une petite pause. Mais avant cette pause, j'aimerais bien descendre, disons, sur le terrain, sur un niveau un peu plus bas, sur le niveau local, même national, et sur un niveau où nous tous, en tant que citoyens, en tant que militants, en tant que membres de mouvements de la société civile, on puisse agir un tout petit peu, on puisse euh, être au courant des tendances que je viens d'évoquer. Donc, par exemple, actuellement, on n'a aucun doute, ça on le voit dans la littérature scientifique, mais on le voit également dans les expériences personnelles. Donc, peut-être que j'aurais dû préparer une image, une diapo avec le mouvement que l'on voit aujourd'hui en lien avec les villes interculturelles. Donc, j'aurais dû préparer un slide avec des informations sur les réseaux des villes interculturelles. Donc, je vais l'ajouter, je vous l'enverrai. Donc, actuellement, il y a beaucoup de villes européennes et aussi au Canada, qui se définissent comme des villes interculturelles. C'est des villes qui travaillent autour de cette idée des droits de citoyenneté pour des personnes qui ne sont pas de résidents nationaux. Donc, il y a trois grandes dimensions. Donc, ça, c'est la théorie des études migratoires. C'est la dimension légale politique, puis la dimension économique et puis la dimension ethno-culturelle, même religieuse. Donc, en ce qui concerne la reconnaissance légale des personnes migrantes et en ce qui concerne leur participation politique. Donc, vous pouvez vous demander, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire les gouvernements locaux? Bah, on peut faire des choses en tant que gouvernements locaux. Il y a pas mal d'initiatives, par exemple à Berlin, à Stuttgart. Donc, c'est des villes où les administrations locales ont promu des campagnes de nationalisation, donc pour informer les personnes migrantes sur
comment acquérir la nationalité. Donc, dans quelques cas, par exemple à Amsterdam, donc on connaît très bien cette ville parce que depuis l'administration locale, ils financent pas mal le travail des ONG pour couvrir les besoins essentiels de personnes en situation irrégulière. Donc, à Barcelone aussi, il y a une dynamique similaire à celle de Amsterdam. Donc, Barcelone, comme je disais, Barcelone, Stuttgart. Donc, dans ces villes-là, il y a des comités de consultation, des plateformes où l'on promeut la participation informelle, c'est clair, c'est-à-dire une participation au-delà des jours des élections, mais c'est une participation dans des associations, dans des mouvements, dans des communautés, etc. C'est une formule très intéressante, c'est assez connu en Espagne, donc il y a les plateformes, les comités de consultation et en termes économiques, ce travail peut paraître un peu plus difficile, mais franchement, c'est par la réalité. Donc, sur le plan local, il y a des projets même de logement, des programmes éducatifs, des programmes de formation qui se développent dans l'espace local par les administrations locales et qui accueillent les mouvements associatifs et bien sûr les communautés migrantes. Et puis la troisième dimension, donc je évoquais la dimension légale politique, puis la dimension sociale économique et troisièmement, dans ces études migratoires d'incorporation, il y a la dimension, la troisième dimension, la dimension ethnoculturelle ou religieuse. Donc, cette dimension, pour moi, est particulièrement intéressante. J'ai beaucoup d'intérêt à analyser comment l'on articule la liberté religieuse dans les espaces locaux. C'est un sujet extrêmement important pour moi. Et là, on trouve des exemples de villes qui ont promu des backgrounds ou des espaces interculturels. Il y a des limites, bah oui. La limite, c'est que la pratique culturelle ne doit pas rentrer en conflit avec les lois générales. Donc, voilà. Mais les associations et les gouvernements locaux, ils peuvent effectivement euh, soutenir des droits liés à la liberté religieuse, la liberté de foi, la liberté de culte. Et donc là, je pense à un travail que je réalisais il y a quelques années par rapport aux mosquées et comment ces mosquées deviennent des interlocuteurs de la communauté et qui se sont donc associés ou connectés avec des associations culturelles. Et donc, comme ça, elles pouvaient être dans les mêmes conditions que d'autres ONG aux effets de recevoir du financement, par exemple, ou pour pouvoir utiliser des espaces publics. Donc, et ça, c'est important. Et à ce niveau-là, il y a un impact très fort qui peut être promu par les domaines locaux. Donc, parce que ces droits-là n'interviennent uniquement sur le plan macro, mais aussi sur le plan micro. Donc, excuse-moi si je parle trop rapide pour les traducteurs, mais bon, en tout cas, pensez à ce qui s'est passé à Torre Pacheco cet été, dans la région de la Murcie, donc, et même à Jekla, dans la même région. Donc, il y a eu des événements difficiles lorsque la mairie de Jekla a interdit la célébration d'actes à caractère religieux musulman, bien évidemment, dans les espaces publics. Donc, voyez à quel point l'action locale peut avoir un impact énorme sur le terrain. Et là, on parle de droit de la citoyenneté, très clairement. Donc, voilà, j'ai quelques commentaires sur les chats. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà, je n'ai pas pensé, je n'ai pas y réfléchi, j'aurais pas eu aucun problème, mais je m'excuse de ne pas avoir prévu une présentation en français pour les francophones. Excuse-moi, j'aurais eu aucun problème
à traduire ma présentation vers le français et aussi vers l'anglais, mais en tout cas, je veux parler avec l'organisation. On va essayer de faire ça. Oui, t'inquiète pas, Nieves, on va les partager dans les trois langues. Je pense que c'était peut-être quelqu'un qui ne trouvait pas la traduction, qui ne pouvait pas trouver la traduction, mais ça marche en ce moment. D'accord. Donc, si vous voulez bien, on fait cette petite pause. Je vois qu'effectivement, Audi, elle nous parle sur l'importance du recensement municipal. Donc, nous sommes un très bon exemple pour analyser ce débat entre nationalité et citoyenneté et cette appartenance partielle. Donc, le recensement, les registres de la population au niveau local, c'est un exemple très, très intéressant. Donc, il est 6 heures moins l'écart. Donc, Sylvina, si tu es d'accord, on fait une pause de 10 minutes et on se voit ici dans 10 minutes, n'est-ce pas? C'est bon? Super. Merci beaucoup, Nieves. Comme je dis au début de la séance, donc on va faire une petite pause de 10 minutes. Comme ça, nos traducteurs peuvent se reposer un tout petit peu, mais ne quittez pas la réunion, ne quittez pas la salle, voilà, et on se voit dans 10 minutes. Vous pouvez couper uniquement les sons et les vidéos et c'est tout. On se voit dans 10 minutes. Disculpo de nuevo con los traductores si estoy hablando muy deprisa, intentaré hablar un poco más despacio en esta Je segunda. m'excuse avec les traducteurs, donc si je parle trop rapidement, donc j'espère bien que ça pose pas de problème. Voilà, merci. Recording stopped.
Recording in progress. Donc, nous allons reprendre la séance. Sí, 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 por mi parte, perfecto. Oui, oui, c'est OK pour moi. Creo que se ve bien la Donc, pantalla. je pense que vous voyez bien mon écran. C'est possible de me confirmer? Oui, c'est bon? Ça marche. Ok, sí, gracias, gracias. OK, parfait, Perfecto. merci. Bueno, pues seguimos Super, después donc de on continue après cette petite pause los dos puntos avec que les 2 restan points qui de la restent de primera mon parte, intervention. Donc donde déjà, que me gustaría, como digo, terminar j'aimerais bien finir cette séance, ou cette présentation plutôt vers 18h30 parce que je veux bien vous écouter, vous aussi, dans la discussion après. Donc, après notre présentation sur le droit, la citoyenneté, le domaine local, là, on va retourner à l'espace macro de l'intervention publique, mais qui est surtout et particulièrement pour nous en tant qu'État transfrontalier, qui a un impact très direct par rapport à comment l'on perçoit la migration et surtout, bien sûr, lors de l'intervention dans les frontières, et aussi quand on parle de vie humaine. Et donc là, nous avons des instruments, et surtout les pactes mondiaux pour les migrations. Donc, je vais le dire directement, c'est un instrument qui a des possibilités d'application très limitées, très réduites. Mais c'est quand même des instruments qui sont connectés, qui sont liés en quelques aspects. Les pactes mondiaux sur les migrations et les pactes sur les migrations et l'asile de l'Union européenne, c'est quand même des réussites importantes qui naissent surtout dans le cas du pacte mondial pour les migrations. C'est un instrument qui surgit des Nations unies donc, et qui est adopté en 2018. C'est surtout les résultats de la crise des réfugiés de 2015-2016. Donc, il y a eu une première crise en Méditerranée suite au printemps arabe et suite à la guerre civile de la Libye et à la chute de Kadhafi. Mais puis après, cette deuxième vague en 2015-2016 a exigé l'articulation ou a marqué ses besoins d'articuler un cadre des Nations Unies qui a quand même des limites très claires, à savoir le fait qu'il s'agisse d'une coopération non contraignante, c'est-à-dire volontaire. Mais c'est quand même une approche basée sur le droit humain et c'est 23 objectifs qui regroupent des questions liées à la gouvernance, à l'importance des données pour savoir et pour mesurer, pour connaître et pour mesurer les phénomènes et pour adapter l'intervention à la dimension du phénomène. C'est un instrument qui nous parle d'éliminer des formes de discrimination lorsqu'il s'agit des objectifs de gouvernance, qui nous parle de la coopération internationale. C'est tous des facteurs qui structurellement produisent de la mobilité, produisent de migration. Ils nous parlent de voies régulières, de l'assistance aussi. Donc, finalement, c'est un plan qui est large, qui est exhaustif et vous pouvez consulter toute l'information sur le site des Nations Unies. Je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant. C'est un document, un outil intégral qui reconnaît la réalité, qui reconnaît les bénéfices de migration et qui parle de l'importance de l'équilibre euh, entre la souveraineté des États et les droits humains.
C'est un instrument qui a mis en place un réseau d'acteurs qui participent dans ce plan. Voilà, donc, mais comme je dis, la mise en place, elle est limitée jusqu'à la date, mais c'est quand même quelque chose d'important. Où se trouvent les défaillances principales? Bon, déjà, il n'y a pas un lien où il n'y a pas une obligation juridique d'appliquer ces plans. Et après, il y a des acteurs ou des États qui, qui se sont retirés de ces pactes, à savoir les États-Unis, par décision de Trump, quelques États européens, l'Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, le Chili a voté contre. Bon, donc c'est déjà un pacte qui n'est pas complètement opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a une opérabilité limitée, restreinte, et qu'il y a aussi des ambiguïtés en ce qui concerne la matérialisation des objectifs, voilà, ou l'implémentation, la mise en place pratique des objectifs. Et de l'autre côté, il n'y a pas une approche, enfin, le plan ne propose pas une approche spécifique pour les réfugiés. Donc, ça, c'est une critique à la conception de ce plan, tout en sachant que ces vagues de réfugiés ont été consolidées. Voilà, ces phénomènes d'arrivée de grandes quantités de réfugiés s'est consolidé. Et bien évidemment, si ce plan n'est pas opérativisé ou s'il n'est pas appliqué opérationnellement et s'il n'y a pas un engagement clair de la part des États, c'est un plan qui peut être un instrument de légitimation d'une série de pratiques de certains pays. Donc, c'est un plan qui est très intéressant et qui est très important. Il faut l'avoir, il faut qu'il soit là, mais qui présente actuellement quelques limites. On verra bien qu'est-ce que ça donne. On verra bien quelle est l'évolution de ces plans. Et après, il y a une très bonne complémentation. Il y a des synergies très claires parce que c'est des pactes garantistes, donc qui sont basés sur l'articulation et la gestion des migrations de manière sécurisée, donc pour le dire en termes orthodoxes. Donc, et voilà les compléments qui seraient les pactes sur les migrations et l'asile de l'Union européenne. Donc voilà ces deux réussites ou ces deux instruments qui surgissent dans le même contexte, le contexte de ce que l'on a appelé les crises migratoires. Et concernant ces mots, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, donc les crises migratoires, bon, il faut dire que on a appelé les crises migratoires comme ça parce qu'on parle de l'incapacité de l'État pour gérer l'entrée des personnes. Donc, mais normalement, c'est une expression qui n'est pas bien utilisée parce qu'elle parle des personnes, mais cette crise fait allusion à l'incapacité de l'État. Voilà, c'est pour ça que c'est une crise. Bien évidemment, la situation de réfugiés afghans ou de réfugiés de Gaza ou de réfugiés syriens, c'est évidemment une situation critique. Mais lorsque l'on parle de crise migratoire, l'on parle de l'incapacité de l'État à gérer ses frontières. Voilà. Ceci dit, ces deux documents, ces deux pactes surgissent dans le contexte de crise. Et avant de continuer, je lance quelques idées générales sur ces pactes, ces deux pactes, le pacte de la migration et de l'asile de l'Union européenne. Je tiens à souligner quelque chose qui m'a surpris. C'est que j'ai eu l'occasion d'écouter la présentation de ce pacte par plusieurs acteurs gouvernementaux au niveau national. Et ces acteurs-là, ils n'ont pas posé de critiques à ces pactes. Donc, ils ont fait une promotion très, très claire par rapport aux bénéfices, aux points positifs qu'il y en a. C'est clair. Mais après, il y a des éléments qui sont critiques et qui impliquent une régression ou un recul par rapport aux droits des personnes migrantes à l'Union européenne. Donc, voilà la critique. Et, et j'étais surprise de ne pas avoir écouté cette critique de deux voix du gouvernement central, deux voix en particulier, deux personnes. Mais bon, les pactes sur l'immigration et l'asile de l'Union européenne naît dans un contexte très spécifique. Et je vais synthétiser une idée dans 2 minutes, je vais essayer de le faire.
Donc, il faut savoir, d'un côté, qu'il y a un changement de discours de la part des acteurs principaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'intégration. Donc, il y a des années qui ont été extrêmement riches en ce qui concerne le débat sur les politiques d'incorporation à l'Union européenne, et c'est le début des années 2000. À cette époque-là, on a assisté à des matchs de tennis, on pourrait dire, entre la Commission européenne et les conseils de l'Europe. L'ont échangé des documents à haute valeur en matière normative pour discuter sur la migration, les concepts de la personne migrante en Europe, le droit de communauté, etc. Donc, même les limites aussi de ces droits. Donc, c'est des années très riches à ce niveau-là. Et c'est des années où les acteurs les plus importants, à savoir la Commission européenne et le Conseil, donc ils discutaient tout le temps. Après, il y a eu la crise économique qui a obligé à une reformulation des intérêts de l'Union européenne. Et ceci en même temps de l'arrivée de l'extrême droite à certains gouvernements et aussi en même temps que les crises migratoires de 2011, 2012 et puis 2015-2016, ces deux crises migratoires. Et donc, pendant la décennie de 2010, on a abandonné ces discours ou ces matchs de tennis qui étaient extrêmement intéressants sur la discussion autour de l'immigration. Et donc, les intérêts de l'Union européenne changent. En 2004, il y avait déjà Frontex. Et donc, Frontex commence à croître en tant qu'une institution qui avait 6 millions d'euros en 2005 et qu'en 2023 avait 845 millions de dotation. Donc, voilà. Donc, de 6 millions, on passe à 845 millions en 18 ans. En 18 ans. Voilà. Ceci nous donne une idée du changement de perspective de l'Union européenne en termes de priorité. Et d'autre part, il faut savoir que l'Union européenne a modifié ses instruments de financement. Et il y avait un instrument qui était bien connu par les personnes qui travaillent dans les domaines de migration ou qui, normalement, demandent des financements. C'était le AMIF, les fonds pour l'immigration, donc qui a plus de 60% de fonds qui sont destinés à des questions de contrôle, puis 20% à des questions d'asile et le reste 20% à l'intégration. Donc, ça, c'est des données qui sont des données ouvertes à disposition de tout le monde. Donc, l'intérêt de l'Union européenne a changé radicalement. Donc, lorsque l'on parle de pacte sur l'immigration et l'asile, là, ce n'est pas un avancement ou ce n'est pas une reprise riche, pardon, une reprise de ces discours très riches, de ces discussions riches. Non, pas du tout. Ceci implique de laisser par écrit ou de consolider, de formaliser ce changement de direction de l'Union européenne pour passer pour abandonner l'approche d'intégration. Donc, et ça, on peut le voir enfin, c'est ouvert, ce n'est pas mon avis, on peut le trouver dans les documents, les arguments de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le concept de solidarité est maintenant pratiquement, enfin, pas pratiquement, mais c'est absolument dévalué. C'est-à-dire, quand on parle en termes de discours, qu'est-ce que la solidarité veut dire? C'est tout autre chose. Ça a changé énormément. Et là, on va en parler sur ça. Et donc, l'inquiétude, la principale inquiétude de, de ces pactes sur l'immigration et l'asile, c'est les contrôles transfrontaliers. Voilà. Et ceci fait que l'investissement et l'effort politique se concentrent sur les bases de données telles que la base de données Eurodac, le SIS aussi, le système d'information Schengen. Et donc, cet Eurodac a été élargi et là, on peut demander des données biométriques
aux enfants à partir des 6 ans. Avant, c'était à partir des 14 ans. On a gardé les principes, cette préoccupation qui était très importante, c'était la gestion du refuge. Et là, on a gardé les principes des premières entrées des deux blancs, c'est-à-dire l'État qui reçoit, qui accueille, c'est-à-dire le premier État auquel arrive la personne migrante, c'est l'État qui doit gérer sa demande d'asile. Et donc, de cette manière, l'on pose plus de problèmes ou plus de l'on grave, disons, les États frontaliers. Puis il y a les procédures frontalières accélérées où si jamais quelqu'un pense qu'il ne va pas réussir, enfin que sa demande d'asile ne va pas être acceptée, donc on peut garder cette personne dans la frontière pendant jusqu'à 12 semaines. Et cette personne peut être peut faire l'objet, disons, d'un retournement rapide à des pays sûrs. C'est-à-dire, c'est quoi un pays sûr? Donc, c'est selon l'Union européenne et la Tunisie, par exemple, a été incorporée au groupe des pays sûrs, donc récemment. Donc, voilà. Est-ce qu'il nous raconte quelque chose que l'on ne sait pas? Bon, la question, c'est qu'il laisse par écrit, il formalise une politique d'externalisation des frontières très évidente. C'est-à-dire, enfin, je n'ai pas le temps pour cette séance, je n'ai pas le temps d'aborder ce que l'externalisation implique. Donc, mais vous savez très bien qu'il y a deux modèles opposés. Donc, d'un côté, l'Union européenne qui a essayé de soutenir les modèles de l'externalisation diplomatique. C'est le modèle défendu par l'Espagne. C'est quelque chose qui a commencé en 2006. C'est rien de nouveau. Donc, la négociation avec le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, par opposition à ces accords qui constituent enfin, qui violent les droits constitutionnels, enfin, les retours rapides, par exemple, les procédures de retour rapide, et puis les situations avec la Libye, la Tunisie, l'Égypte, donc c'est des accords. Ouais. Puis il y a les centres de détention signés avec l'Albanie, par exemple, je pense que, si je ne me souviens pas, vers la fin de 2014. Donc, ceci laisse par écrit ses intérêts très clairs en matière de contrôle de frontières, que ce soit au niveau de normes, de directives ou bien dans la mise en place des normes, dans la transposition des normes de l'Union européenne aux États. Donc, dans ce contexte, l'idée, le mot solidarité perd sa valeur. Donc, c'est un concept qui passe à être défini comme une solidarité flexible, ce qui implique que certains États peuvent refuser d'accepter l'arrivée des personnes, des demandeurs d'asile, et ils peuvent également refuser, enfin, excuse-moi parce que je fais passer ma présentation, mais ils peuvent, pour refuser l'arrivée des personnes, ils peuvent soit payer autour de 250 000 € par personne non acceptée, ou bien ils peuvent payer soi-disant en soutien avec des capacités. Donc, ceci donne lieu à une division très, très claire entre les pays qui refusent d'accepter des demandeurs d'asile et d'autres qui, par la suite, enfin, d'autres qui sont forcés d'assumer la gestion de toutes ces demandes. Donc, il y a une charge de travail très forte par rapport à toutes ces gestions et beaucoup d'implications. Donc, puis, il y a les procédures accélérées qui sont considérées un point une réussite de ces pactes, donc sont en lien avec des frontières, à des procédures frontalières qui peuvent, par exemple, bloquer une personne 12 semaines, pendant 12 semaines. Et bon, c'est une question très risquée en matière de données
personnel, par exemple, parce on peut faire ces scanners dans des États tiers et l'Union européenne ne se tient pas responsable de l'utilisation de, des données par ces États tiers, donc par rapport à ces des triages ou à ces scannages des personnes. Donc après, il y a ces examens de santé aussi. À mon avis, c'est des aspects très, très graves. Et en même temps, c'est un pacte qui s'éloigne radicalement du discours solidaire de l'Union européenne, du discours historique solidaire, du moins entre les États membres. C'est quelque chose qui n'arrive plus, qui s'est fini aussi. Donc, et ces discours de défense des valeurs démocratiques, donc les pactes s'éloignent radicalement de ça. Des éléments positifs que l'on puisse trouver dans cette batterie de mesures ou de directives de l'Union européenne, bah oui, il y a toujours des éléments positifs. Il y a un élément positif, c'est que l'Union européenne a réussi à sortir du blocage en matière d'immigration. Et donc, elle commence à confronter ou à faire face à cette situation avec une approche intégrale. Elle commence à aborder la migration selon une approche intégrale. Ceci ne veut pas dire que l'approche est adéquate, mais bon, du moins, il y a déjà cette volonté d'établir une approche intégrale pour tout ce qui est la migration et les demandes d'asile. Et ceci met en évidence aussi le comportement de chacun des pays, même si chaque pays peut avoir la possibilité de choisir cette solidarité régressive, telle qu'elle a été appelée. Alors, comment comment ils se complètent ou ils se combinent ces deux pactes? Quels sont les éléments en commun? Donc, il y a déjà la rhétorique de la gestion intégrale, puisque très souvent, la transposition de normes est très, très lente. Donc, dans notre cas, il y a beaucoup de directives qui ne sont pas appliquées encore. Je ne sais même pas si le gouvernement actuel envisage de les appliquer ou de les mettre en place. Mais bon, c'est aussi important qu'il parle de la coopération internationale. Il y a eu une amélioration des données aussi, des données disponibles du système d'information, ça c'est positif. Mais comme je le dis, ceci pose des problèmes importants en ce qui concerne les données à caractère personnel et surtout les données des mineurs, mais il y a quand même une amélioration des données. Donc, j'essaie toujours de vous donner une image balancée ou une image, enfin, des aspects positifs et des aspects négatifs, même si je suis extrêmement critique avec la politique de gestion des frontières européennes. Mais bon, je vous donne des données qui puissent, disons, nourrir la discussion aussi. Donc, il y a des axes de tension très, très clairs entre ces deux instruments. Vous le voyez dans les slides. Donc, d'un côté, nous avons une approche des Nations unies qui est basée sur le droit et dans les cas de l'Union européenne, c'est une approche basée sur les contrôles. Ça, c'est indiscutable. Et dans les cas des Nations unies, donc, il y a la détention migratoire qui est établie comme le dernier recours. Et chez nous, en Europe, c'est la pratique généralisée. Et puis, les voies régulières ont un rôle central dans la proposition des Nations unies et pourtant, dans le pacte de l'Union européenne, ces voies régulières sont plutôt marginales. Donc, les pactes se concentrent sur les voies irrégulières. Et puis, dans les Nations unies, la solidarité est conçue comme une responsabilité partagée et c'est la situation contraire dans le cas de l'Espagne et de l'Union européenne. Donc, voilà. Je passe là à mon dernier point, mais quand on parle de ces deux pactes, quelles sont les perspectives d'avenir? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, en tant que société? Qu'est-ce que l'on peut faire? Bon, en principe, l'Union européenne doit faire un effort clair d'alignement avec le principe du pacte de migration des Nations unies, pardon, des Nations unies. Donc, la procédure frontalière, elle n'est pas une procédure qui assure ou qui cherche à garantir les droits dans aucun cas. Et puis le fait de ne pas exiger une responsabilité aux États
qui participent à la négociation de l'externalisation de l'immigration, ça nous laisse dans le même point où l'on est maintenant. Donc, il faut exiger des responsabilités aux États. Puis, dans le cas des Nations Unies, donc, il faut réviser les pactes. Et là, quand je parle de réviser les pactes, je parle de la reddition de comptes. Donc, il faut demander une responsabilité par rapport aux États signataires de ces pactes. Donc, dans le cas de la société civile et de mouvements associatifs, c'est très clair. Donc, il faut faire un suivi permanent de ce qui se passe. Par exemple, dans le cas de l'Italie, je dois dire que ça m'étonne énormément de voir la lutte et les discours combatifs des associations de toute taille lorsque l'on parle de frontières et de migration, et pas forcément uniquement dans les régions du Sud, mais de partout en Italie. Donc, il faut que l'on soit plus critique, plus combatif, nous aussi. Notre position au niveau des frontières, elle est très différente. Donc, nous avons seulement la Croix-Rouge et la Guardia Civile. C'est très différent par rapport à ce qui se passe en Italie, en Méditerranée centrale, aussi en Grèce. Mais ceci n'empêche, l'on doit être très, très critique par rapport à ce qui se passe dans nos frontières et très critique par rapport aux actions de notre gouvernement et du Frontex en tant que société civile et en tant qu'association ou en tant qu'organisation. Donc, quelques lignes pour l'avenir, quelques propositions, La migración. perspectives d'avenir. Donc, je viens de le dire, la migration est une question structurelle, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître, donc il faudrait quand même rappeler ceci à certains leaders de certains partis politiques. Ceci ne va pas s'arrêter, ceci ne va pas disparaître. Les gens ne vont pas laisser de chercher un avenir meilleur, même si les voies de migration sont très dangereuses, même s'il y a beaucoup de difficultés dans les États d'arrivée. Mais l'immigration internationale, lorsque les Nations Unies ou l'OCDE nous en parlent, ils nous parlent de facteurs structurels, des facteurs qui sont surtout, ou dans tous les cas, les points d'attention de politique nécessaires. Donc, il nous parle de flux migratoires et d'une migration qui est consolidée. Il nous parle d'une migration climatique qui disent, et selon ils disent, elle pourrait atteindre 216 millions de personnes en 2050. Il nous parle d'une migration qualifiée qui est consolidée déjà au Canada, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc, il nous parle d'une migration en transit ou même de pays de stockage tels que le Maroc. Le Maroc devient un pays de stockage. Donc, la Tunisie et surtout le Sud, c'est un pays de stockage. Il nous parle de déplacement interne. Et là, je vous montre un film de terreur, franchement. Donc, si vous visitez ce site Internet et que vous cherchez les tendances de migration à l'avenir, vous pouvez aussi voir des projections et aussi des historiques. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil et voir le nombre de personnes qui vont devoir se déplacer en raison des impacts du changement climatique, que ce soit par territoire ou par nombre de personnes ou par phénomène climatique, donc d'ici 2050. Donc, c'est un film de terreur. C'est l'horreur, franchement. Mais je vous invite à le voir par curiosité, ce site Internet avec ses projections de déplacement en raison des impacts climatiques. Vous inquiétez pas parce que je finis bientôt. Donc, ces perspectives globales par rapport à comment faire face à ces phénomènes globaux vont changer ou présentent des variations très importantes selon l'organisme que nous consultons. Donc, selon l'OCDE, la Banque mondiale, ou voilà, ou tous les organismes. Donc, nous avons également Human Rights Watch, donc le comité de la Croix-Rouge internationale ou même Médecins sans frontières. Donc, les projections d'avenir sont très différentes. Mais
toutes ces organisations coïncident dans cette consolidation des tendances. Par exemple, les Nations unies nous parlent d'une croissance et d'une stabilité de la migration entre 3,5 et 4 de la population mondiale. Ils parlent de changement climatique, de vieillissement démographique des pays plus développés. Ils nous parlent d'une population jeune en Afrique. ACNUR, par exemple, fait référence aux tendances préoccupante des réfugiés climatiques et il parle déjà d'une catégorie qui serait celle de déplacés climatiques. Donc, c'est un fait, c'est une réalité. Il faut l'étudier déjà directement comme ça. Et puis, nous avons la Banque mondiale qui fait ces projections absolument étonnantes de 216 millions de personnes déplacées. Et puis, nous avons les recommandations qui sont toujours liées aux axes, c'est-à-dire aux axes stratégiques d'action. Donc, je réfléchis sur cette idée, vers où va-t-on? Je tiens à être prudente parce que je sais que les personnes, on ne peut pas savoir l'avenir. Donc, si personne, s'il y a quelqu'un qui peut le savoir, s'il vous plaît, dites-nous. Donc, mais ces axes stratégiques, dans le cas de l'Union européenne, passent par la primauté de la sécurité. Voilà. Et ceci avec le concept de solidarité obligatoire mais flexible ou souple. Bon, ceci est plus ou moins accepté par tout le monde. Donc, les grandes tensions restent là entre le droit humain et les contre-frontaliers, la solidarité mondiale et la solidarité régionale. Donc, voilà, là, il y a plusieurs scénarios que l'on peut imaginer. Donc, sans aucune prétention, au-delà de, enfin, sans aucune prétention de deviner l'avenir. Donc, on n'essaye pas de deviner l'avenir, mais on sait déjà quelque chose. Donc, il va y avoir une gestion des tensions. Donc, et le scénario le plus probable à court terme, c'est que l'Union européenne va rester cette Europe forteresse et cette Europe externalisée, c'est-à-dire c'est l'Europe forteresse 2.0. Parce que le concept d'Europe forteresse, c'est une idée des années 90, mais qui reste en place. Donc, voilà, c'est cette forteresse 2.0 parce qu'elle est externalisée aussi. Et puis, il va y avoir un tournant ou un point d'inflexion qui va être l'élément de déplacé climatique. Et donc, entre ce scénario, ces deux scénarios, donc, ou le scénario que j'envisage. Donc, il va y avoir le scénario 1 qui serait la situation actuelle. C'est une gestion technique et voyez bien, même une dépolitisation, c'est-à-dire le gouvernement socialiste actuel n'est pas spécialement critique par rapport à l'externalisation. Donc, il n'est pas critique, même pas particulièrement critique. Il n'est pas du tout critique avec l'externalisation des frontières. Il le définit comme quelque chose de négatif, nécessaire, un mot nécessaire. Mais après, il y a un scénario à moyen terme, c'est le double discours. C'est un mal nécessaire, l'externalisation selon le gouvernement. Mais là, le deuxième scénario, c'est un double discours concernant le financement des pays et des États qui ne respectent pas les droits humains tels que la Tunisie, par exemple, l'Égypte, la Libye. Donc, avec ces discours où l'on externalise la faute, la culpabilité, donc, et là, on on fait des sanctions par les biais de l'aide humanitaire. Donc, Maurizio Ambrosini, qui est probablement le sociologue le plus important de ma génération, l'un des sociologues les plus importants italiens, qui est expert en migration, il nous parle de comment les ONG internationales, et ça, il faut le comprendre dans le contexte où il l'insère, c'est comment elles font partie de cet mécanisme de sécurité de l'Union européenne. Et il y a cette emergency, c'est Open Arms,
Donc, tous ces engrenages des ONG qui finissent par devenir partie de ces mécanismes sécuritaires de l'Union européenne. Il faut être très attentif à l'aide humanitaire. Ça, c'est le deuxième scénario. À moyen terme, ce double discours, l'on externalise la culpabilité. Et puis, troisième scénario, à plus long terme, donc je ne saurais pas euh, dire autre chose que effectivement à quel point la rupture du consensus et la rupture de la solidarité en matière de gestion de flux et en matière de co-responsabilité. Donc, si on ne veut pas parler de solidarité, on ne parle pas de solidarité, c'est clair. Mais à quel point la rupture de la co-responsabilité à l'Union européenne est durable en ce qui concerne la gestion des migrations. Voilà, c'est tout. Je reste là parce que j'aimerais bien de pouvoir consacrer un petit moment aux questions, aux commentaires sur le chat et vous donner aussi la parole, vous. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. C'est un honneur d'être là pour inaugurer ce cours. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, je suis à votre disposition. Ma collègue Sylvina, elle sait très bien que je suis là si vous avez des doutes ou si vous voulez me demander quoi que ce soit. Merci beaucoup, Nieves. Voilà, nous sommes absolument impactés par cette situation. Bah oui, c'est clair, ça peut être un choc, en fait. Vous êtes choqués, oui. On doit finir un tout petit peu avant 19 heures. Vous savez que c'est un travail très exigeant, celui des interprètes. Mais s'il y a des questions, donc allez-y, s'il y a peut-être 2, 3 questions courtes. Vous pouvez directement ouvrir le micro et poser votre question. Voilà. Bueno, yo quiero en todo caso felicitar. Bon, j'aimerais bien vous féliciter. Un momentito. Excusez-moi. Ahí. Espera un ratito. Bon, en attendant, Cécilia, peut-être que Sylvana qui a levé sa main. Donc, Sylvana, à toi. Bon, merci beaucoup. Bon, j'aimerais bien partager une petite remarque. Donc, lorsque l'on parle d'experts en migration, donc il me semble le fait, par exemple, de ne pas mentionner le colonialisme, je pense qu'il pose un besoin très urgent de rappeler bien ce principe de migration. Et moi, en tant que personne migrante, donc le fait de parler toujours de phénomène migratoire, par exemple, c'est quelque chose qui déshumanise, qui supprime l'humanité des personnes migrantes. Donc, voilà, surtout pour les personnes qui viennent du sud global. Je pense aussi Es, por ejemplo, que las qu'il y a personas une question par rapport à ce qui signifie d'être el ou voto. pas un citoyen. Il y a un élément très important, c'est que les personnes ne peuvent pas exercer le droit de vote si elles n'ont pas la nationalité. Et voilà. Et c'est pour les personnes qui vivent ici et qui ne pouvons pas exercer ces droits. Donc, c'est une question qui nous laisse dans un niveau inférieur sur le plan social. Et surtout, Un poco, por favor. ce que vous avez mentionné par rapport au pacte européen, donc peut-être que vous pouvez nous parler un peu plus sur ces sources d'informations. Donc, où est-ce que l'on peut trouver un peu plus d'informations à ce sujet? Voilà, c'est tout. Merci. Sí, te comento muy rapidísimamente para darle hueco a los demás. Empiezo por lo último. Sí, Voilà, ben, je réponds très rapidement. Donc, je vous laisse un article
un chapitre d'une publication spécifique sur les pactes. Donc, j'ai plus de références Un análisis de bibliographie où vous allez trouver des analyses critiques. Moi, j'ai fait une introduction qui se base sur mes travaux personnels antérieurs, mais je vais partager plus de références avec plaisir. Et je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à la question de l'approche décoloniale. C'est vrai que j'utilise le mot phénomène. J'ai réfléchi à ce sujet, notamment pour utiliser une approche plus sociopolitique, mais je suis absolument d'accord avec vous. Et lorsque vous parlez des causes de migration, moi, je ne les ai pas évoquées, mais il faut les faire suivant une approche décoloniale. Et concernant les votes, il faudrait 10 minutes pour discuter sur ça et nous n'avons pas 10 minutes. Mais je suis d'accord encore une fois avec vous, c'est une forme de nier un droit fondamental, un droit politique de la citoyenneté qui est conditionné au principe de réciprocité. Voilà. Ça d'un côté. Il y a ces principes de réciprocité. Vous savez que ces principes equivalente derecho exigent qu'il y ait des droits équivalents assurés pour les personnes migrantes. Voilà. Mais il y a une autre question. Donc, lorsque vous avez parlé des droits des citoyens, enfin, vous avez parlé des droits politiques. Il y a quelque chose que je voulais mentionner, mais je l'oubliais. Excuse-moi. Bien. Voilà. Quisiera, Voilà, il nous reste peu de temps, donc on passe la parole. Voilà. Oui, la question du vote, on va l'aborder dans une autre séance, bien. la séance sur le droit. Yo Voilà. quería Donc, Cécilia, un peu plus rapidement, donc des questions spécifiques. Bon, je voulais féliciter y a la conferencia por l'intervenante et les organisateurs du cours parce que vous nous avez donné une vision fantastique, très large, très complète de cette question. Mais il faudrait quand même préciser que ces courants migratoires ne sont pas nouveaux parce qu'il y en a toujours. Donc, les courants migratoires que nous avons reçus en Amérique latine aux années 42, 43, etc. Donc, au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu un courant migratoire énorme de l'Europe vers l'Amérique latine. Et je pense que là, on peut comprendre comment l'accueil de ces pays a été un accueil solidaire, un accueil ouvert, et là, par opposition à la situation ici où l'accueil est un accueil basé sur la sécurité, sur le manque de soins et sur le manque de droits, et surtout insister sur le fait qu'il n'y a pas de solidarité. Donc, merci beaucoup et félicitations à l'université et aux organisateurs. Félicitations et merci encore. Merci, Cecilia. Sara Doval, bon après-midi. C'est une question, je suis en Espagne, et bien sûr, félicitations aux organisateurs. Et actuellement, on sait bien que l'on ne peut pas deviner l'avenir, mais on peut quand même établir un diagnostic. Donc, moi, je travaille dans le domaine de l'immigration depuis plusieurs années et je constate avec préoccupation que le droit international, enfin, les tendances internationales. Donc, mais ma question, c'est que le concept d'asile et de refuge, si un hypothétique gouvernement de droit arrive au niveau national, donc est-ce que il pourrait mettre en péril ces concepts? Donc, où sont les limites normatives ou législatives? Je ne sais pas quelle est ta vision par rapport à ça. Bon. On ne peut pas voir l'avenir, tu l'as bien dit, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, j'ai la même crainte, la même préoccupation, donc, ou la même peur. Donc, je pense qu'actuellement, la politique telle qu'elle a été formalisée dans les pactes, donc la politique frontalière de l'Union et sa formalisation entraîne une yo creo que éruption du droit d'asile. Voilà. Je pense que ça, tout le monde le sait. Donc, si un gouvernement d'extrême droite ou même de droite
ou de centre-droite, donc qui soit plus ou moins en coalition avec l'extrême droite, quoi que ce soit. Quelles sont les limites? Bon, il y a peu de limites, je pense, franchement. Il y a un élément qui n'est fait l'objet d'aucune discussion, et c'est que, mis à part l'érosion de droit d'asile, les Los sirios traitements discriminatoires qui ont reçu les réfugiés syriens peut être comparé avec les instruments d'accueil de réfugiés de l'Ukraine. Donc, et personne ne le discute, c'est de la discrimination. Donc, c'est pas la même situation entre les réfugiés syriens et ukrainiens. Et il n'y a même pas d'application de la Convention de Genève. Donc, quelles sont les limites? Bon, il faudra le voir. Il faudra lutter pour respecter ces limites. Et en plus, j'avais quelque chose noté que je voulais dire, c'est que l'avenir, c'est un choix politique. Il faut voter en conséquence. Et je ne pense pas que le parti d'extrême droite se cache, ni le parti de droite, ils ne se cachent pas par rapport à leurs prétentions. Donc, voilà, en tant que citoyen et citoyenne, il faut voter en conséquence. En tout cas, les limites, elles ont été franchies déjà. Voilà, merci beaucoup. Excuse-moi, mais on doit s'arrêter. On arrive à la limite. Dolores et David enfin, c'est un travail très exigeant. Bon, il y a encore les questions de Sarah, William, Aïcha. Si vous voulez partager vos questions sur le chat, on peut essayer de partager avec vous des références ou des réflexions des professeurs. On partagera ça dans la plateforme. Voilà. Excuse-nous. Excuse-nous, mais il faut finir ici. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes. Silvina, merci. Et aux interprètes, merci beaucoup aussi. Merci à tout le monde. Gracias, por la Esperamos verte iniciativa. otra vez. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Hasta la próxima sesión. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Chao. Recording stopped.